Génial, ça marche. Eh bien, quant à moi, je vais vous présenter deux, ou peut-être plus si on a le temps, en tout cas plusieurs travaux qui utilisent d'une façon peut-être plus poétique que scientifique les data comme point de départ d'œuvres souvent transdisciplinaires. Donc les projets que je vais vous montrer sont à cheval entre vidéo, cinéma, installation. Pour introduire un petit peu ce type de travaux, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est d'inscrire mes propositions de films et d'installation au cœur d'un contexte où les technologies de contrôle et de communication sont implantées, invasives, injectées à l'intérieur du corps, et souvent le corps, soit du spectateur, soit mon corps à moi, sont mis à profit comme matière, comme point de départ de ces œuvres. Dans ces travaux, les concepts de visible et d'invisible, de présence et d'absence, d'incorporation et de transition sont prépondérants. Et il est toujours question, il s'agit toujours de brouiller les frontières intérieures des concepts utilisés et d'actualiser plastiquement ce trouble. J'essaye toujours de mettre en place des formes qui vont essayer de renvoyer directement aux problématiques et aux concepts qui sont explorés. Le corps fonctionne toujours comme une plateforme d'expérimentation des nouvelles technologies, et notamment des technologies des affects, des sentiments, des ressentis, et d'essayer de détourner pour toucher ces affects-là des systèmes de contrôle biopolitique. Les questions qui m'intéressent, ce sont celles essentiellement de la performativité et la traduction des concepts dans le réel, et j'essaye d'interroger la façon dont certains concepts abstraits, comme par exemple le genre, l'absence, la névrose, peuvent être matérialisés dans des formes synthétiques tangibles, notamment à travers l'utilisation des nanos et des biotechnologies, et ainsi incorporer ces concepts. Donc je réalise souvent des travaux qui partent d'un intérêt pour les technologies de contrôle et les outils du biopouvoir, et de les manipuler, les détourner vers un usage qu'on pourrait qualifier de poétique. Ainsi, les outils que j'utilise souvent sont les hormones de synthèse, les puces électroniques, les caméras thermiques, les drones. Alors, je voulais commencer par vous présenter une œuvre qui date d'il y a quelques années et qui utilisait, en l'occurrence, les hormones de synthèse et les hormones sexuelles, donc testostérone, progestérone, comme matière à la création d'une installation. Je m'interrogeais sur l'utilisation dans les transitions d'un genre vers un autre d'hormones sexuelles synthétiques qui sont généralement ingérées à travers des pilules, des piqûres, afin d'interroger les corps trans comme des corps éminemment politiques, puisqu'ils fonctionnent comme des points de tension entre une vision traditionnaliste du corps et une vision constructiviste de l'identité. Ce qui m'intéressait, et ce travail a été alimenté par la lecture de Paul Preciado d'un ouvrage qui s'appelle Testo Junkie, c'était d'interroger la manière dont les hormones peuvent être utilisées comme des prothèses identitaires et en même temps être utilisées comme matière. Donc cette installation a été réalisée au Frénois, elle est exposée à Tourcoing sur cette image. C'est une installation qui interrogeait la réappropriation volontaire ou pirate des technologies normatives de genre, en racontant l'histoire d'Agnès, donc qui est une histoire réelle, qui a été mise au jour par un ethnopsychiatre qui s'appelait le professeur Garfinkel, et qui avait reçu comme patiente, qui avait reçu comme patiente ce que lui s'intéressait, il avait mis en place un collège de scientifiques qui se posait la question du traitement, ou en tout cas de l'accueil à faire aux personnes qui arrivaient avec une envie de transitionner d'un genre vers un autre, donc des personnes trans. À l'époque, donc dans les années 50, ces personnes n'étaient pas du tout prises en charge par la société, par la médecine, et considérées comme des
des malades mentaux. Et ce professeur avait réuni un collège de scientifiques, psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, qui en fait se posaient les questions de comment accueillir ces patients. Est-ce que ce sont effectivement des malades? Est-ce que ce sont des gens qu'il faut soigner? Est-ce que ce sont des gens qu'il faut renvoyer vers d'autres instances, etc. Et donc recevaient des patients pour essayer d'avancer sur cette thématique. Et un jour se présente donc une jeune patiente, Agnès, qui prétend avoir besoin d'une opération de réassignation sexuelle parce qu'elle serait née intersexe, c'est-à-dire indéterminable en fonction de ce qu'on considère être un homme et une femme, et avoir grandi dans le genre féminin, mais avoir pourtant développé des organes génitaux masculins, et donc ayant besoin d'une réassignation pour devenir, comme elle le demandait, tout à fait féminine, en tout cas voilà, du point de vue physique. Et pensant qu'elle était, j'utilise les mots de l'époque, une erreur de la nature, ils ont accepté de l'opérer, de réaliser cette opération, en pensant qu'elle était une personne qui, quelque part, souffrait d'une condition qui était injuste, et donc de réparer cette erreur en faisant tout à fait une femme. Et quelques années plus tard, Agnès est revenue à la clinique, parce qu'elle fréquentait donc un psychiatre, et lui a raconté sa véritable histoire, qui était qu'en fait, elle était née garçon, elle désirait être femme, donc elle n'était pas intersexe mais transsexuelle, et elle avait, dans un processus d'imitation de sa mère, non seulement s'était entraînée en fait à acquérir toutes les caractéristiques physiques et sociales féminines, mais en même temps avait dérobé à sa mère les premières pilules qui étaient distribuées pour la contraception et les traitements des effets des ménopauses, donc des pilules de progestérone et d'œstrogène surdosées, ce qui avait eu pour conséquence de transformer le petit garçon qu'elle était physiquement en jeune femme. Et ce qui m'a intéressée là-dedans, c'était en fait qu'on avait affaire à un véritable piratage des moyens mis à disposition des citoyens par les instances médicales pour, normalement, les renforcer en fait dans leur genre de naissance. Et elle, Agnès, en fait, avait piraté ce système de distribution hormonale par la médecine pour finalement s'accomplir et dans son propre genre. Ce qui m'a intéressée là-dedans, c'était que l'identité devenait véritablement une espèce de matière, et les prothèses identitaires comme les hormones synthétiques fonctionnaient presque comme une potion magique, comme quelque chose qui pouvait être utilisé pour accéder à un désir qui pourrait avoir l'air presque magique ou surnaturel. Et l'identité d'Agnès, donc une identité féminine prosthétique, avait été acquise grâce à une performance de sa part, à une sorte d'autocontrôle et de réappropriation de ces technologies de contrôle. Voilà, donc cette installation en fait essayait de mettre directement, de façon visible, en scène l'hormone comme une matière qui pouvait être plastique. Donc là, ce qu'on voit, c'était une installation vidéo qui est en fait réinterprétée l'histoire d'Agnès à travers différents acteurs et actrices, trans ou pas trans, et qui chacun d'entre eux allait raconter le rapport d'Agnès à cette hormone qui est considérée, en tout cas dans le cadre de cette installation, comme un moyen de contrôle, de savoir-pouvoir biopolitique détourné pour pouvoir accéder à une identité désirée. Alors, je vous montrais je vous montrais ce travail pour vous introduire à l'installation dont je vais parler et qui s'inscrit peut-être davantage dans la thématique du colloque, pour expliquer que ce qui m'intéresse, c'est de passer du corps comme le lieu privilégié de la construction identitaire, un corps qui est une sorte d'hôte qui va être subjectivé depuis l'extérieur en fait, par des moyens biologiques, biotechnologiques, nanotechnologiques, éventuellement robotiques, on verra ensuite,
pour le définir et créer une espèce de nouvelle subjectivité. Donc de passer de ce corps comme le lieu privilégié de la construction identitaire à un processus de dépassement et de détachement du corps, et aller davantage vers des identités spectrales. À partir de ce travail, où donc j'avais considéré l'hormone comme une prothèse à l'identité, je me suis demandé si on ne pouvait pas délocaliser, synthétiser en fait l'identité au-delà du corps, à travers non plus l'utilisation des hormones, mais l'utilisation utopique de technologies nourries par la fiction, dans le but de faire du corps finalement un corps spectral. Donc j'ai réalisé une installation qui a été suivie peu de temps après par... donc l'installation s'appelle Cellulairement, elle a été réalisée là aussi au Frénois, et elle a été suivie par un travail qui partait de l'installation pour le faire muter vers des problématiques plus visuelles et philosophiques, et qui s'appelait Spectrographie. Donc je vais vous montrer une sorte de mélange entre ces deux travaux. Donc Cellulairement, j'en parle comme étant une installation ou une étude pour spectre, caméra thermique, puce électronique sous-cutanée et transfert de données cellulaires. C'est une œuvre qui a été réalisée en collaboration avec un laboratoire qui s'appelle 2XS, qui est basé à l'université de Lille 3 et qui travaille sur les systèmes informatiques les plus petits possibles, c'est-à-dire vraiment à échelle. Le plus gros, c'est une carte SIM, et le plus petit sont des systèmes invisibles. Dans mon travail, j'ai toujours été fascinée par la figure du spectre et par la notion de hantise, et j'ai souhaité créer un dispositif qui me permettrait d'être littéralement hanté, en l'occurrence par les visiteurs de cette installation, et de ressentir physiquement leur présence à distance. C'est une installation qui part de l'implantation d'une puce électronique, donc fabriquée par ce laboratoire, connectée à l'intérieur de mon bras. Et ce qui m'amusait quelque part, c'était que l'idée d'une puce évoquait un petit peu un imaginaire paranoïaque qui est souvent lié à la littérature, au cinéma d'anticipation ou science-fiction, autour du fantasme de la puce qu'on nous implanterait à la naissance pour nous contrôler, pour savoir où on est, etc. Pour en tout cas nous espionner et nous contrôler, nous limiter dans le mouvement. Et moi, mon but, c'était de transformer cette puce et les fantasmes qui vont avec vers quelque chose qui nous connecterait davantage au fantastique, à l'au-delà, au fantôme, en tout cas de le détourner de cette manière-là. Ce qui m'intéressait, donc au-delà de la puce, c'était de mettre à jour une source d'information individuelle à l'intérieur du corps, à partir de laquelle je pourrais travailler plastiquement. Donc j'ai été très inspirée par tous les artistes du mouvement du bio-art ou de l'art hybride, dont Jens Hauser a beaucoup parlé, de Eduardo Katz, Sarah Orientée Objet, Stellark, etc., qui ont travaillé notamment par exemple à partir de l'ADN. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler à partir de quelque chose qui était vraiment visible, donc plus que l'ADN, puisque j'ai fréquenté cette école pendant 3 ans, et donc je ne voulais pas m'éloigner trop de l'image et de la notion de portrait qui sont vraiment très importants pour moi. Et donc, j'ai choisi de travailler à partir du thermogramme, c'est-à-dire l'image produite par une caméra thermique, dont il était question dans une œuvre tout à l'heure. C'est donc, pour ceux qui ignoreraient ce qu'est une caméra thermique, un instrument de mesure qui est utilisé dans le domaine du bâtiment, de la médecine ou de l'armée, et qui, comme par exemple sur cette image, permet de voir les ondes de chaleur dégagées par le corps du sujet sous la forme de zones de couleur. Donc plus c'est bleu, noir, plus c'est froid, plus c'est jaune, rouge, plus c'est chaud. Les images qui sont obtenues par cette technique présentent des caractéristiques visuelles qui sont intéressantes, puisque la quantité de chaleur émise par les différentes parties du corps, en particulier par le visage, caractérise chaque individu. C'est-à-dire que c'est une image biométrique, au même titre que pourrait l'être, par exemple, un détail de l'œil, de l'empreinte digitale. Puisque en fait la répartition des couleurs dépend, c'est-à-dire de la chaleur, dépend de la localisation des veines, de l'épaisseur du squelette, de la quantité de tissu, de muscles, de graisse.
Et donc, chaque personne détient dans les mêmes conditions un portrait thermique, un thermogramme qui sera le même toute sa vie. Les caméras aujourd'hui, celles qu'on trouve dans le commerce, ne sont pas assez puissantes pour saisir toutes ces nuances-là, mais celles qui sont développées par l'armée sont absolument précises. Et on peut imaginer que dans les aéroports, elles ne serviront plus seulement à savoir si quelqu'un est malade, à la grippe ou quelque chose comme ça, c'est déjà utilisé à cet égard, mais vraiment de reconnaître une personne, même habillée, à moins qu'elle porte une sorte d'armure thermique, on pourra savoir instantanément à qui on a affaire. Donc finalement, c'est comme si le portrait réalisé d'une personne à la caméra thermique reposait sur la révélation d'une composante physique liée au corps propre et biométrique. Donc cellulairement, cette installation a pour objet la mise au point d'une interaction sans contact entre le corps du visiteur de l'installation, que je décrirai dans peu de temps, et mon propre corps, afin d'interroger le sentiment de hantise. Donc le sentiment de hantise, c'est le sentiment de hanter ou d'être hanté. À travers une figure qui pour moi est très importante, qui est la figure du spectre, que moi je définis comme un résidu d'identité, caractérisé par une visibilité invisible et capable d'une existence désincarnée. Donc c'est aussi bien le fantôme qu'on trouve dans la maison hantée, ou alors la figure qui nous obsède si on pense à quelqu'un qui n'est pas là, ou qui a disparu, ou qui est éloigné. Donc le spectre n'est pas forcément lié pour moi à la mort. Il est lié en tout cas à la distance ou à l'absence. À travers cette installation, j'essaye de mettre mon propre corps à contribution, autant que celui des spectateurs, en me proposant d'être ponctuellement hanté par chacun des visiteurs de l'exposition, et ce en ressentant physiquement leur présence à distance. L'installation instaure donc un dialogue entre l'espace de la représentation, vous le verrez dans un instant, dans l'espace de l'exposition, et l'espace plus intime, plus introverti de l'intérieur du corps. Il s'agit donc de mettre en jeu plusieurs corps simultanément, le mien et ceux des spectateurs. Ce que j'espère, donc comme je le disais en introduction, c'était d'approcher le plus possible, aussi bien conceptuellement que plastiquement, la possibilité d'un démantèlement des liens entre l'identité, la subjectivité et le corps propre. Et aussi d'interroger à travers l'utilisation de cette caméra et de la puce électronique les systèmes biométriques, non pas pour faire surgir les fantômes de l'imagination, ceux du château hanté avec son boulet au pied, et donc en ajoutant ce qu'on pourrait appeler le spectre surnaturel, mais de suivre le parcours d'une empreinte biologique d'un fantôme, d'un être distant, qui va venir hanter mon corps. Donc je vais vous expliquer en quoi consiste cette installation. Dans un premier temps, le portrait thermique du visiteur, donc, que j'ai décrit tout à l'heure, qui est capté par une caméra thermique. En l'occurrence, c'est une caméra infrarouge qui a accès à un spectre plus large que les caméras infrarouges qu'on voit souvent et qui produisent cette espèce d'image verte dont on peut voir dans la nuit. Donc, capté par cette caméra infrarouge et projeté en temps réel sur le corps du visiteur. Donc, à travers une technique de mapping, en utilisant une caméra Kinect et un vidéoprojecteur. Donc on obtient une image qui rend visible les ondes de chaleur du sujet, qui correspond à son empreinte biométrique, qui est donc unique et inaliénable. Donc là on voit une personne, l'installation est dans le noir complet, donc c'est un petit peu difficile à capter. Il faut imaginer qu'en face de cette personne, il y a donc un mur qui, quand l'installation est désactivée, est tout noir. Quand elle s'active, c'est un miroir. Et donc la personne reçoit en temps réel son propre fantôme sur son corps, et elle peut se voir dans le miroir. C'est-à-dire que ce qu'elle voit dans le miroir, c'est non plus son propre corps, mais son corps thermique. Et ça a quelque chose d'assez ludique, puisque les gens se rendent compte que si leur main est froide, elle est donc bleue, et si leur visage est chaud, si elles passent la main sur leur visage, et ben elles auront comme une trace de peinture sur le visage. Donc les personnes jouent un petit peu comme ça avec leur fantôme. L'installation, donc voilà, c'est un petit peu ce que je viens de décrire. La personne se retrouve comme ça face à son propre fantôme. Dans un second temps, un certain nombre de points de chaleur, donc qui correspondent à une sorte de tentative de cartographie comme ça de la chaleur du sujet, sont capturés automatiquement sur le visiteur et sont transmis à mon corps, qui est équipé d'une puce électronique sous-cutanée qui a été implantée dans mon bras et qui me permet d'incorporer le spectre du visiteur. Donc en fait, là, ce qu'on voit sur l'image, c'est moi en train de recevoir une implantation de puce
Donc cette puce, on l'a développée avec le laboratoire de XS. C'est une puce qui est en fait, on la voit ici, qui est passive en fait, qui fonctionne grâce à la technologie RFID, et donc qui reçoit, qui peut être informée à distance, puisqu'en l'occurrence elle était informée par un téléphone Nexus, qui recevait en temps réel les informations biométriques du spectateur qui est dans l'installation. Ces informations sont envoyées au téléphone et le téléphone en temps réel les envoie à la puce. Donc la puce reçoit l'information, les données qui correspondent à ce que moi j'appelle le fantôme, le spectre du visiteur, sa chaleur, son portrait biométrique, aussi parce que quand ça fait encore référence au surnaturel, mais j'aime l'idée issue de la littérature surnaturelle, selon laquelle, lorsqu'un fantôme est présent dans une pièce, on est informé de sa présence par des variations de chaleur. Il y a l'idée que, souvent dans les livres comme ça de fantômes, quand un fantôme est dans la pièce, on ressent comme un vent glacé. Il y a aussi évidemment la certitude selon laquelle lorsque quelqu'un meurt, sa chaleur le quitte très rapidement. Donc j'aimais bien l'idée comme ça de l'idée du lien entre fantôme et chaleur. Et c'est pour ça qu'en fait cette puce qui était implantée, donc que je portais à l'intérieur de moi et qui recevait littéralement le fantôme du visiteur de l'installation en temps réel, j'avais envie de pouvoir le ressentir. Et pour pouvoir ressentir et donc transformer ces données en matière, on a, avec de XS, réalisé un vêtement de chaleur qui était en fait une série comme une sorte de costume un petit peu, qui pouvait ressembler à une sorte de costume de plongée, à l'intérieur duquel les résistances étaient cousues, directement posées sur ma peau, et qui donc me permettait de ressentir la présence à travers l'impression d'une sensation d'une traversée de chaleur comme ça directement sur ma peau, la présence du visiteur. Et ce, en temps réel, pendant toute la durée de l'exposition. Donc un fantôme chassait l'autre et me permettait, en fait, voilà, ça ressemblait à ça, c'est cousu à l'intérieur du costume, et me permettait de ressentir directement cette présence. Et ensuite, les données, pour avoir l'impression d'une sorte de contrôle sur ce qui était en train de se passer, les spectateurs avaient accès, s'ils le souhaitaient, à une base de données qui était mise à jour en temps réel, soit à travers une application qui était téléchargeable dans l'installation, soit à travers une sorte d'écran sur lequel défilaient les moments de hantise, en fait. Donc je pouvais savoir qui me hantait, le spectateur pouvait savoir à quel endroit j'étais quand j'étais hantée par lui. Donc finalement, à quel moment cette espèce d'échange de corps à corps, comme ça, sans contact et à distance, et à quel endroit cela s'effectuait. J'ai un moment imaginé distribuer aux spectateurs une puce leur permettant donc d'être hantés par moi en retour, mais absolument personne en plusieurs années ne souhaitait faire l'expérience. Voilà. C'est toujours ouvert, j'ai un stock de puces à disposition si vous souhaitez être hanté, sachant que ces puces sont facilement reprogrammables si vous souhaitez vous en servir comme passe Navigo pour ouvrir votre voiture, payer sans contact, etc. C'est très utile. Voilà. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était les implications esthétiques de cette expérience, que moi je considère quand même comme une double expérience, parce que le spectateur a eu l'expérience de la rencontre avec son fantôme. Parce que y a deux points de vue en fait qui sont confrontés dans cette installation. Mon point de vue à moi, qui ressent quelque part l'expérience, et celui du spectateur, que j'aimais bien appeler spectracteur. C'est un peu bête, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il était le fantôme qui venait me hanter, et l'installation ne fonctionnait qu'à partir du moment où son identité m'était donnée comme matière, en fait, pouvait venir alimenter l'installation. Du coup, il y avait une forme de dispositif d'échange intersubjectif ici mis en place, qui avait le double but pour moi de générer une sensation d'être hanté, et pour lui, un sentiment, en tout cas pour ceux qui allaient jusqu'à lire le cartel et télécharger l'application, un sentiment possible de dépossession de sa propre identité et d'une forme d'aliénation. Et ce que je souhaitais, c'était de créer un lien physique, sensoriel, perceptible, en tout cas perceptible pour moi,
entre le spectateur in situ qui visite l'installation et mon propre corps qui peut se trouver n'importe où dans le monde au même moment. Mon corps est donc équipé d'un double récepteur qui est capable, comme dans l'installation précédemment avec les hormones, de modifier d'une certaine façon ma sensibilité, en tout cas le temps de l'expérience, c'est-à-dire aux heures d'ouverture de l'exposition. Et mon corps devenait, au moment de cette expérience, suprasensibilisé aux manifestations des spectres que je recevais. L'identité du visiteur était donc traduite sous la forme de données biométriques incorporées dans mon corps qui pouvaient ressentir sa présence. Donc ce qu'on peut reprocher, en tout cas pour ceux, c'est-à-dire l'intégralité des spectateurs qui n'ont pas installé à leur tour une puce et un vêtement de chaleur sur leur corps, c'était que leur part ne fonctionne pas de façon symétrique par rapport à la mienne. Si moi je suis physiquement investi par l'installation, le spectateur, lui, n'en a accès qu'à travers une expérience extérieure non incorporée, mais pour moi elle n'est pas moins anodine, elle n'est pas moins intense en fait, parce qu'elle lui permet d'éprouver visuellement l'intérieur de son corps à travers une imagerie qui inverse les représentations habituelles du corps. D'une certaine façon, j'aimais bien voir ça comme une sorte de nouveau stade du miroir, dans le sens où cette expérience passait effectivement par un miroir, puisque le portrait thermique du spectateur est projeté dans l'espace visuel de l'installation, directement sur son propre corps, qui devient un écran. Mais pour pouvoir le voir lui, il doit se regarder dans un miroir qui est placé en face de lui, grâce au processus donc, de mapping, c'est-à-dire la projection d'une image en temps réel sur le corps du spectateur et qui induit, je pense, quelque chose de nouveau par rapport à la représentation. Ça, c'est une image thermique. Si la photographie numérique cesse de se situer du côté de la mémoire pour être engagée du côté du miroir, ça c'est une citation de Serge Tisseron, via une visualisation instantanée sur un écran, le dispositif qui est mis en place cellulairement va plus loin, en passant de l'espace et du temps d'apparition de l'image sur l'écran pour faire apparaître directement cette image sur le corps du visiteur. Autrement dit, ce dispositif permet de se voir en direct de l'intérieur, et ce, en dehors du domaine médical, par exemple lorsqu'on voit une échographie ou des rayons X de notre corps. Et d'habitude, il y a toujours un temps d'attente en fait, entre la prise de vue et la consultation de cette image. Or ici, on est directement dans le direct en fait, comme si ce corps était en train de remplacer le corps habituel. Je pense que cette expérience du corps, elle peut être comprise de deux façons. D'abord comme un dévoilement pour le spectateur de son corps comme image et finalement comme enveloppe. C'est une expérience qui est vécue en direct et sans préparation, entre guillemets. Le corps est dévoilé comme un ensemble de flux d'énergie thermique au-delà de son enveloppe. Et une expérience peut paraître troublante puisque ce développement se fait sur le corps même. Le visiteur peut se regarder directement ou à l'intérieur du miroir et découvrir ce nouveau portrait. Et par ailleurs, il y a une implication intime du spectateur à l'intérieur même de l'œuvre, puisqu'elle ne fonctionne que parce qu'il s'y trouve, et que l'œuvre repose sur le fait que le spectateur soit regardé et soit éprouvé par mon corps à distance. Autrement dit, l'œuvre ne fonctionne qu'avec la collaboration active du spectateur, même si celui-ci n'est pas nécessairement au courant de ce rôle primordial, puisque les gens, vous le savez, ne lisent pas les cartels. Voilà. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'interroger le caractère indépassable du corps. Ce qui constitue une allégorie possible de la notion de subjectivité, voire d'identité d'un individu. J'aime bien dire que j'interroge ici esthétiquement la potentielle persistance de l'identité à travers sa délocalisation ou duplication, en mettant en jeu le corps comme médium, et en soulignant l'idée qu'un croisement entre la biologie et la technologie peuvent donner une définition nouvelle du corps, en proposant une réunification en fait, entre l'image du corps et ce qu'on pourrait appeler les biomédias. Ce qui m'intéresse ici, et c'est ce qui a donné lieu au projet Spectrographie immédiatement après, c'est que ici les informations fonctionnent par les moyens de communication, puisque c'est par les ondes téléphoniques que les fantômes, les spectres des visiteurs circulent, puisque c'est donc le téléphone qui permettait de recevoir leurs fantômes. Et du coup, finalement, transformer grâce à
grâce au téléphone Android que j'utilisais, notre rapport aux objets technologiques, afin de passer d'une technologie qui favorise les relations entre les hommes à une technologie où les machines tiennent lieu de partenaires à part entière. Voilà. Donc en fait, ce à quoi a donné lieu, ça sont des images thermiques qui font partie du projet Spectrographie, puisque le projet en fait a donné lieu à un film de fiction. Je voulais peut-être vous montrer un extrait. Ouais, un film de fiction qui s'appelle Spectrographie et qui essaye, à partir de cette installation, d'interroger le lien fondamental qui existe entre les fantômes, dans le sens que je leur ai donné tout à l'heure, les nouvelles technologies, de la communication par exemple, ou les nanotechnologies, les technologies de contrôle, etc., et les histoires d'amour. Et je me suis aperçue que dans beaucoup de textes qui utilisent, en fait les textes, les tout premiers textes qui parlent des outils de communication modernes, le téléphone, le télégramme, etc., en fait ce lien, alors qu'on était dans le passage vers une forme d'hypermodernité avec la création de ces moyens de communication à distance, en fait faisait souvent référence au surnaturel et au fantomatique. C'est-à-dire que plus on s'éloignait du caractère magique de ces idées de communication à distance, plus finalement on se rapprochait d'une nécessité de faire appel à nos fantasmes les plus anciens de télécommunication. Et une référence qui a été assez importante pour moi à ce moment-là, c'était quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec les nouvelles technologies et qui est les Lettres à Milena de Kafka. Et qui est en fait, pour ceux qui connaissent, un recueil de lettres en fait, que Kafka écrivait à la femme une des femmes qu'il a aimée, Milena, qui était sa traductrice et qu'il a en fait rencontrée une fois ou deux, mais avec laquelle il a vécu une histoire d'amour épistolaire longue et torride, si on lit leurs lettres. Et dans ces lettres, il y a une lettre assez incroyable qui a été écrite par Kafka. On n'a pas retrouvé les lettres que Milena lui avait adressées. Et dans cette lettre, Kafka, donc lettre qui est connue sous le nom de lettre aux fantômes, Kafka dit à Milena, finalement c'est le moment où il essaie de s'éloigner d'elle, et la raison qu'il lui donne pour prendre ses distances avec elle, c'est que finalement les relations épistolaires ne mènent à rien, parce qu'elles sont parasitées par les fantômes. Et il lui écrit quelque chose de très beau, il lui écrit qu'en fait, nous, les humains, avons mis en place un ensemble de techniques finalement de réduction de la distance, que ce soit les bateaux, les trains, les voitures, tandis que les fantômes, ce que Kafka appelle les fantômes, ont eux créé d'abord la poste, donc l'écriture, l'envoi de lettres, et ensuite ils ont créé le télégraphe, le téléphone, maintenant on pourrait dire Skype, pourquoi pas la puce électronique. En tout cas, ces entités maléfiques grandissent, là je cite vraiment les mots de Kafka, grandissent dans les mots que les amants s'envoient, et ils peuvent continuer à exister et à parasiter finalement les sentiments en dévorant les messages qui sont envoyés par les gens qui sont loin les uns des autres. Et en fait, moi j'ai trouvé ça très beau parce que je me suis dit finalement, les nouvelles technologies qui donnent l'impression de nous rapprocher en nous donnant, avec FaceTime, avec Skype, l'impression qu'on peut être proches les uns des autres, ne font finalement que nous éloigner. Et la puce électronique finalement et les thermogrammes, pour moi, viennent rajouter peut-être un aspect qui manquait à ce qui avait été créé jusqu'à présent pour tenter de nous rapprocher, c'est-à-dire l'image photographique qu'on peut emporter avec soi pour regarder la personne qui est absente, le téléphone qui nous permet d'entendre sa voix, mais ce qui manque terriblement dans ces images-là et dans ces sons, c'est la dimension du tact. Le toucher, le tactile, l'impression finalement d'une présence. Et j'avais imaginé que cellulairement on pouvait apporter cette dimension manquante en rajoutant finalement de la présence, du toucher, même si ça ne reste que
Le tact, en fait, en l'occurrence la chaleur, ça reste de la lumière, donc c'est encore de l'image. Puisque ce que nous on interprète comme chaleur, c'est en réalité une lumière qui est trop loin dans le spectre électromagnétique pour être accessible par nos yeux, mais notre tact, lui, le toucher et les caméras thermiques peuvent le détecter. Et en réalité, ça n'a pas fonctionné. Je pense que Kafka a raison quand il pense que ce sont les fantômes qui nous envoient les nouvelles technologies. Je ne sais pas s'il me reste du temps, je n'ai pas du tout regardé. Pas du tout, mais prends le temps. 85, très bien. Dans ce rapport à l'absence, au détachement du corps et au devenir du corps finalement après son éventuelle disparition, éloignement, j'ai réalisé un autre travail qui s'appelle Traum, qui veut dire rêver en allemand, qui là encore est fait à la fois d'un film, d'une installation, de photographie et d'un spectacle de danse, et qui essaye cette fois d'interroger plutôt la persistance du corps après sa disparition et peut-être dans des corps de fiction. Et donc le projet raconte l'histoire de deux jeunes apprentis cosmonautes qui veulent l'un comme l'autre devenir cosmonautes. Ça se passe pendant la guerre froide. L'un y parvient et devient une sorte de super-héros de l'espace, de Yuri Gagarin, tandis que l'autre, narcoleptique, n'est pas retenu aux épreuves finales et devient finalement opérateur de lancement de fusées. Et la fiction commence quand le second est chargé d'envoyer en orbite le premier à travers l'envoi dans l'espace d'un vaisseau Soyouz. Et à cause d'une crise de narcolepsie, la mise en orbite échoue et le cosmonaute superstar explose dans l'espace. Et avec cette histoire, j'ai souhaité, en fait, à partir de cette histoire, raconter les différentes métamorphoses qui procèdent de cette catastrophe, donc l'explosion du cosmonaute dans l'espace. Le projet, donc je ne vais pas vous montrer ici, puisque vous êtes à Arles et vous avez de la chance, parce que le projet est exposé à la Galerie et magasin de jouets pendant quelques jours encore. Vous pourrez voir le film, les installations, etc. Mais j'ai pensé qu'il y avait deux éléments qui pouvaient nous intéresser dans le cadre de la conversation d'aujourd'hui. La première, c'était la réalisation de photographies à partir des données 3D qui ont été, voilà, dans les métamorphoses qui procèdent de la catastrophe que je viens de décrire, la première, c'est la transformation du coupable, celui qui a par accident tué son ami en faisant échouer la mise en orbite de son Soyouz, et traumatisé par la mort de son ami, et donc rongé par le remords. Pour échapper à ce traumatisme, il va se créer une toute nouvelle identité. Ce phénomène existe vraiment. La philosophe Catherine Malabou l'a appelé la plasticité destructrice. Et donc c'est l'inversion finalement de ce qu'on sait de la plasticité du cerveau comme faculté pour ce dernier à apprendre, à découvrir, à apprendre des nouvelles langues, en tout cas à progresser vers quelque chose de positif. La plasticité destructive ou destructrice, elle, procède soit de chocs très violents, comme celui par exemple de notre personnage de fiction, mais ça peut aussi être quelqu'un qui revient de la guerre, quelqu'un qui a perdu un proche d'une manière très brutale, qui a subi quelque chose de difficile, etc. Et son identité va changer radicalement. Et en fait, à partir de ce concept de plasticité destructrice, j'ai essayé de mettre en place un maximum d'écriture visuelle, en fait, pour essayer de donner une forme à cette transformation, à cette mutation. Donc la première, c'est la transformation de cet être coupable en quelqu'un d'autre, de complètement nouveau, en fait, comme si son identité allait être remplacée par une identité débarrassée de cette culpabilité. Et donc, j'ai réalisé une série de photographies en fait, en 3 dimensions qui racontent un petit peu à la suite des images qu'on connaît de Charcot, par exemple, qui essaye de décrire comme ça l'évolution d'un symptôme, qui soit le somnambulisme ou des crises d'hystérie. Là, en l'occurrence, c'est un symptôme de remplacement d'une identité par une autre. Et donc, c'est des photographies qui ont été faites et retouchées entièrement
pour mettre en place, avant leur impression, la création d'êtres comme ça hybrides. Et la deuxième transformation, donc il y a encore deux transformations qui s'opèrent et qui concernent le cosmonaute qui est mort dans l'espace. La toute première, c'est sa transformation au cosmonaute en constellation. C'est un phénomène qui est bien connu des Grecs anciens qui en profitaient souvent. Lorsqu'un héros mourait, Zeus le plaçait dans le ciel pour créer une nouvelle constellation. Eh bien, il en a été de même pour ce cosmonaute qui s'appelle Vlad et qui, en mourant dans l'espace, a donné naissance à une nouvelle constellation. Et ça c'est finalement le destin de son âme, mais le destin de son corps, en entrant en fusion avec le métal de sa machine, son esprit a donné naissance à un drone. Et donc ce drone va revenir hanter en fait son ami le cosmonaute qui lui a donné la mort par accident. Donc je vais vous montrer un extrait, si j'y parviens. Comment fait-on les lectures, voilà. Est-ce que tu veux du son? Ouais, je vais donner un petit peu de son. Il est branché. Mais je n'entends pas de son par contre. Ouais. Bon, c'est pas très grave. C'est bien. C'est un fonctionnement de la batterie. C'est la seule presque. Donc l'idée ici, c'était de mêler, de donner une subjectivité en fait à la vue drone et d'imaginer le drone comme non plus une machine de vision, de surveillance, de guerre, mais de la réinvestir à travers l'idée d'une sorte de soit de fantôme, soit une sorte d'Érini comme dans les tragédies grecques, qui vient persécuter en fait les coupables. Bon, je voulais vous montrer, pour conclure, un extrait d'un film, mais là, sans son, je pense que... C'est un paramétrage sur ton ordi à faire en sortie. Je pense que c'est ça en sortie sans peut-être sur l'un ou l'autre.
droite. Non, pourtant. Display, non? Si tu sors sur le display, toi, je pense, non? Essayez de voir ça. Non? Pas mieux. Du coup, Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut préciser que le film est diffusé demain soir au cinéma Actes Sud? alors oui, ce film-là est visible au magasin de jouets, donc il dure 20 minutes et il est diffusé là-bas. Et demain soir, oui, demain soir au cinéma d'Actes Sud, Ouais, c'est ça. à 20h30. Donc c'est pas ce film-là, c'est Spectrographie, donc qui part de l'implantation de la puce et qui essaye d'explorer par un maximum de chemin ces liens entre Fantôme, Histoire d'amour et nouvelle technologie. Donc un film avec des vrais morceaux dedans de Jacques Derrida, Pascal Augier et plein d'autres fantômes. Super cool. Et tu exposes une autre série à la Chapelle des gens avec 30. Oui, c'est ça. Et juste à côté du cinéma du Méjean se trouve une autre. Donc dans la chapelle du Méjean, il y a une installation sonore et photographique qui s'appelle, donc je peux juste dire un mot rapidement, qui s'appelle Saturnium et qui est un travail réalisé avec un musicien qui s'appelle Antonin Trio-Wang. Et nous avons travaillé à partir d'une molécule que Marie Curie a découverte, qui s'appelle Saturnium, et qu'elle a décidé de cacher au grand public parce que ses pouvoirs étaient trop dangereux pour nous. Donc on s'est retrouvé face à une histoire qui faisait presque penser à celle de Stalker de Tarkovsky. Et grâce à la collaboration de Jean-Philippe Usan, astrophysicien qui travaille à l'Institut Henri Poincaré, où a été découverte cette molécule, parce que c'était là qu'était situé le laboratoire de Marie Curie. Nous avons eu accès à 2 mg de saturnium, donc cette substance qui est tellement radioactive qu'elle en devient chronoactive, c'est-à-dire qu'elle est capable de courber la flèche du temps. Alors malheureusement, on a 2 mg, ce qui est trop peu pour pouvoir voyager dans le passé. Par contre, ça a été suffisant pour irradier des plaques photographiques et des bandes sonores qu'on expose actuellement au Méjean et qui sont des supports d'enregistrement qui dans leur matière même en fait ont été irradiés par cette molécule et qui donc sont instables en fait en termes de temps et se modifient en permanence. Donc voilà, il y a un peu question de data aussi, on peut dire. Voilà.